Je suis très heureux de recevoir ici Dominique Thomas, que vous avez vu hier pendant la présentation de notre colloque. Il faisait partie des invités venus de l'étranger. Dominique Thomas est spécialiste des cultures et littératures francophones. Il est professeur à l'Université de Californie, Los Angeles, et son enseignement et ses recherches se concentrent sur le cinéma francophone, la littérature anglophone en Afrique, francophone aussi, le postcolonialisme, le nationalisme culturel, les questions d'immigration et de racisme en France. Il a publié 2 essais aux presses universitaires de l'Indiana en 2002. Il a également, en 2007, publié ce livre Black France. Et puis, il a publié également un essai, le Black France, qui est un essai sur les politiques d'échange culturel. Puis, j'avais le livre, l'exemplaire Black France, que je vous ai montré tout à l'heure. Black France le Noir de France est un livre très important dans les études postcoloniales. Le livre de Dominique, on pourrait dire que c'est très original parce qu'il explore de façon détaillée les bouleversements qui ont résulté de la domination coloniale et même postcoloniale et les impacts même sur les sociétés des populations africaines lors de la dissolution de ces structures. L'auteur, Dominique, dans ce livre, s'appuie sur une étude de comparatiste d'œuvres littéraires et nous donne à voir les circonscriptions transnationales issues du colonialisme et de l'immigration. Et ainsi d'ailleurs que l'émergence d'une littérature qu'il appelle afro-française, cette littérature qui, comme il a remarqué, a raflé quand même beaucoup de prix internationaux, pas que français, et fait connaître la langue. Plus profondément sans doute que ne le peuvent les institutions de la francophonie. Donc c'est un livre capital. Il nous parlera de ces noirs d'encre ici. Et enfin, vous dire aussi, comme je vous l'ai dit hier, Dominique Thomas, en marge, est aussi celui qui m'a embauché à l'Université de Californie, Los Angeles. Voilà. Donc, m'ayant embauché à l'Université de Californie, Los Angeles, il avait parié sur moi quand, personne ne savait que j'allais aussi enseigner au Michigan. Il a dit, écoutez, moi j'aime bien les écrivains à l'université. Il est venu, il m'a embauché. Et depuis 10 ans, il m'a fait titulariser là-bas et on ne se quitte plus. Aujourd'hui, je le présente. Je suis très heureux que Dominique nous parle, qu'il nous dise quelques mots et après on prendra 1 ou 2 questions. Malheureusement, on ne pourra pas prendre pendant longtemps. Merci beaucoup. Dominique Thomas. Merci beaucoup Alain et merci à vous de votre présence. Les éditions du Seuil viennent de m'apprendre qu'Alain doit partir sur une moto dans 40 minutes maximum, donc on va essayer de faire vite. Dans sa leçon inaugurale du 17 avril, Alain Mabanckou nous annonçait qu'il était écrivain devenu professeur grâce aux États-Unis. Et si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est grâce à Alain Mabanckou, mais aussi grâce à la France et à l'accueil du Collège de France. Ce qu'il y a dans ce lien entre moi et Alain, je suis moi-même né en Allemagne où en 1884-85, les grands pouvoirs coloniaux, impériaux se divisaient le continent africain, continent où Alain est né la même année que moi. Je suis beaucoup plus jeune. Dans une ville sur la côte ouest du pays, à Pointe-Noire, et ce qui a fait que 40 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés sur une autre West Coast, mais à Los Angeles, en Californie cette fois, où Alain continue à écrire ses livres, que nous, en tant que professeurs, nous analysons, critiquons, mais que Alain, en tant que professeur, pas Mabanckou, puisque ses étudiants l'appellent Mabancool à Los Angeles, introduit dans ses cursus pour l'aider à parler de ses livres et de la littérature africaine. Une littérature africaine qui a évolué de manière dramatique depuis la période coloniale, comme l'a souligné Alain dans sa leçon et dans ses cours depuis cette date.
Si la période de production initiale a été marquée par une triple tendance, celle d'une affirmation culturelle, une défense et illustration du monde noir et d'une résistance à la colonisation, la période postcoloniale met en scène le processus complexe de construction d'États-nations modernes et la relation entre l'écrivain et l'État indépendant, souvent sous forme de répression et de dictature. La désorientation qui a résulté de la domination coloniale et postcoloniale, l'effondrement de l'État-nation et l'émergence de générations de jeunes exclus et marginalisés nous a obligés à faire appel à des cadres contextuels plus larges afin d'expliquer ces développements et les mouvements de population entre l'Afrique et la France. Un retour sur l'ère coloniale comme point d'accès aux récents débats sur l'immigration et l'identité nationale en France contemporaine apparaît comme une démarche nécessaire, une période quand les écrivains étaient préoccupés par la nature ambiguë de la rencontre culturelle avec la France, à l'origine dans les écoles coloniales, dans le cadre des exigences de la mission civilisatrice, mais ultérieurement par l'intermédiaire du voyage vers la métropole de Paris, Mirage de Paris, L'Enfant noir, L'Aventure ambiguë, Un nègre à Paris, Chemin d'Europe, romans dans lesquels le voyage en France était l'occasion de confronter l'éducation coloniale aux réalités de la vie métropolitaine. Plus tard, une nouvelle génération d'écrivains se pencherait sur les implications et conséquences de cette expérience, considérant aussi la dimension transnationale de ces mouvements démographiques et la formation de réseaux diasporiques en France et en Europe. Pour Alain Mabanckou, de l'Europe, enfin, est né le nouveau personnage du roman africain actuel, un être décousu, marginal, déphasé. Alors que les romans d'aujourd'hui étendent et réactualisent les implications et les paramètres de ces œuvres afin de situer les observations et la critique dans le cadre contextuel d'une réflexion sur la mondialisation et son impact sur l'Afrique. Cette approche nous offre l'occasion de déterminer et de relocaliser les origines des flux migratoires et du discours sur l'immigration selon un ensemble spécifique de coordonnées culturelles, économiques, politiques et sociales indissociables de la géométrie coloniale, postcoloniale et mondiale. Selon Joseph Stiglitz, la mondialisation a été accompagnée par la création de nouvelles institutions qui ont rejoint les structures déjà existantes pour agir de part et d'autre des frontières. La discussion sur l'immigration a tendance à situer ce phénomène comme une pratique post-indépendance, associée à la politique de décolonisation, alors qu'en réalité, ces mouvements de population étaient essentiels au projet colonial bien avant 1960, à la défense et construction de la France elle-même. Ces phénomènes sont en partie responsables pour la globalisation graduelle de cette littérature, des lieux de production et de la redéfinition même de la catégorie écrivain africain. Je cite Alain encore, puisqu'il ne se cite pas lui-même. Oui, elle montre que l'Afrique n'est plus seulement sur le continent africain. Pour comprendre l'Afrique, il faut désormais rechercher toutes les petites modes d'Afrique dispersées dans le monde. Avant, littérature africaine voulait dire « je revendique mes racines ». Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les racines, mais le tronc et ses feuilles éparpillées par le vent. Cette littérature est aujourd'hui dispersée, hybride, un parcours illustré dans le titre d'un recueil d'essais du Congolais Henri Lopez, « Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois », circulant entre la diaspora et le continent, qu'il s'agisse du génocide rwandais, des enfants soldats, d'une réflexion sur l'environnement, le droit des femmes et la France-Afrique, avec un contexte topographique plus élargi, allant de l'Afrique de Florent Koua Zoti à celle de Dibakana Mankezi, du Brésil de Tchernomone Nembo à l'Amérique latine de Sami Chak, de l'Europe de Wilfred Nsonde et Fatou Diom, aux États-Unis d'Emmanuel Dongala et de Kofi Kwaoulé. La littérature africaine est donc en pleine mutation. Si la négritude, l'anticolonialisme, le roman de la dictature et la migritude fournissaient les grilles de lecture auparavant, si en 1986, Zéonanou Dabla évoquait les nouvelles écritures africaines et qu'en 1998, Abdourahmane parlait des enfants de la postcolonie, eh bien aujourd'hui, ces littératures sont aujourd'hui engagées avec le concept de la mondialisation et ont aussi été simultanément globalisées,
de sorte que de nouveaux termes sont maintenant nécessaires afin d'expliquer cette transformation, tels que afropéen, afropolitain, global, world literature ou littérature monde. Dans mon livre Noir d'encre, je suis revenu sur la longue histoire des relations franco-africaines, sur la dimension constitutive de ces relations, démarche qui a servi à compliquer les débats sur l'identité française et européenne, tout en remettant en question la singularité démographique de ces espaces, en soulignant la qualité bilatérale et transversale de l'histoire africaine et de l'histoire française et ou européenne. Comme le grand chercheur américain spécialiste de cette littérature Christopher Miller a évoqué, l'étude de la littérature noire africaine en français requiert une approche qui soit sensible à la fois aux différences ethniques locales et aux effets homogénéisants de la langue française. À partir d'un corpus restreint, se focalisant dans un premier temps sur la période coloniale, texte précurseur à des récits d'immigrés contemporains, des témoignages dans lesquels la relation entre la fiction et le documentaire est constamment floue, où nous pouvons trouver un dialogue entre les auteurs africains et afro-américains, d'Ousmane Sembène à Richard Wright, de Senghor à Baldwin, par exemple, ainsi que de multiples formes de migration, d'étudiants, de travailleurs, de clandestins et bien sûr aussi de sapeurs. C'est donc sur la période postcoloniale, sur les phénomènes post-migratoires que l'analyse s'est poursuivie, avec des textes d'Alama Bankou, de Daniel Biaoula, Fatou Diom, mais qui auraient aussi très bien pu inclure des études approfondies sur les romans de Waberi, de Nsonde, de Leonora Miano, de Sami Tchak, de Gaston Polefa, afin de cerner ce que Mamadou Diouf avait caractérisé comme des mouvements qui ne sont pas ou plus unidirectionnels, mais qui partent dans tous les sens. Alors que les personnages des textes de l'ère coloniale s'embarquaient vers la France principalement pour étudier ou voyager, ceux des romans contemporains se voient confrontés au centre de détention, à des problèmes de procédure légale et sont souvent caractérisés ou catégorisés en illégaux, clandestins ou sans papier. Si l'expérience de la migration et du voyage pendant l'ère coloniale pouvait être qualifiée d'existentielle, associée au traumatisme qu'a évoqué Alain de l'exil, la situation est aggravée par la dépravation associée aux circonstances de l'immigration en France. Il s'agit donc simultanément d'une migration physique, mais aussi d'une médiation identitaire, tandis que la distance entre la fiction et le documentaire s'amenuise dans les œuvres d'auteurs telles que, je vous mets la fiche pour pouvoir poursuivre la lecture et aller un peu plus vite. En fin de compte, ces œuvres ont permis de redessiner les frontières géographiques de l'Afrique et de la France dans notre imagination. Comme l'a signalé plusieurs fois Achille Mbembe, ce que l'on désigne l'Afrique n'existe qu'en tant qu'une série de décrochages, de superpositions, de couleurs et de coutumes, de gestes et d'apparences, de sons, de rythmes, d'ellipses, d'hyperboles, de faux raccords, de choses vues et de choses imaginées, de morceaux d'espace, de syncopes et d'intervalles, de moments d'enthousiasme et de tourbillons impétueux, de fantasmes en perpétuelle poursuite les uns derrière les autres, néanmoins coextensifs les uns aux autres. Le discours monolithique et hégémonique de l'ancien centre colonial est transformé par l'inscription d'une dimension transnationale. Regardons par exemple en comparaison le contexte britannique, où le terme noir en tant que catégorie renvoie aux Africains, aux ressortissants des Caraïbes et aux Asiatiques. Comme l'indiquait Salman Rushdie, le mot immigré signifie toujours immigré noir. Mais l'espace que Rushdie a à l'esprit, puisqu'il se rapporte au processus de décolonisation et à la redéfinition des paramètres de la briticité, n'est pas éloigné des débats qui se sont déroulés en France sur les menaces perçues envers cette francité. En miroir, le sociologue Paul Gilroy avait mis à jour des préoccupations comparables dans le contexte britannique des années 80 dans « There ain't no black in the Union Jack », dont la traduction approximative serait « Il n'y a pas de noir dans le drapeau britannique ». Le livre de Mark Stein, par exemple, « Black British Literature », nous aide à réfléchir à l'identité noire dans la mesure où il souligne comment la Grande-Bretagne noire est différente des autres cultures postcoloniales
Elle revendique des cultures postcoloniales et britanniques, et cette tension est réciproque, dans le sens où l'identité noire redéfinit la briticité et la briticité redéfinit l'identité noire. Cette redéfinition est évidente dans la consécration associée au prestigieux prix Booker au Royaume-Uni. Vous voyez la liste de noms. Mais ces conclusions sont transposables, selon nous, au contexte français, où la mémoire collective, pour ceux pour qui l'Hexagone représente un chez eux, se conjugue simultanément avec des groupes dont la mémoire se conjugue au-dessus avec un ailleurs. Des écrivains tels que Sonny Laboutancy ont cherché à rompre avec la nature restrictive de la langue française en défigurant et démantelant la syntaxe et la forme, de façon à articuler la nature des relations postcoloniales de pouvoir. De même, l'émergence de littérature nationale en Afrique postcoloniale a servi à remettre en question la pertinence des frontières de l'indépendance ainsi que les programmes nationalistes des dirigeants politiques de la postcolonie. La politique de réception dans le monde anglophone a réussi pour la plupart à se démêler d'une histoire impérialiste et de pressions néo-impérialistes liées au domaine du Commonwealth. Par exemple, on ne trouve pas de vestiges d'empire, contrairement à l'Académie française, sous la forme d'officiers de l'anglophonie qui doivent surveiller la langue anglaise. Cependant, alors qu'il est important de souligner comment la littérature anglo-monde a été utile à l'analyse culturelle comparative, cette catégorie a été elle-même contestée. Pour reprendre la célèbre formule du romancier congolais et dramaturge Sonny Laboutancy, « J'écris en français parce que c'est dans cette langue-là que le peuple dont je témoigne a été violé. Je me souviens de ma virginité. Et mes rapports avec la langue française sont des rapports de force majeure, oui, finalement. Il faut dire que s'il y a du français et de moi quelqu'un qui soit en position de force, ce n'est pas le français, c'est moi. Je n'ai jamais eu recours au français, c'est lui qui a eu recours à moi. » Ces questions demeurent évidemment d'actualité. Bien qu'il n'y ait toujours pas de noir dans le bleu-blanc-rouge français, le roman d'Alain Mabankou du même titre contribue à sa manière à la redéfinition et à l'élargissement de cette identité. En 2010, évoquant cette situation, Alain a expliqué comment j'ai appris le français à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire que je parlais déjà 5 ou 6 langues. Mon roman Vers cassé est écrit en français, mais quand vous sentez le rythme de la prose, eh bien, elle ressemble à la manière congolaise de s'exprimer. Plus tard, en 2006, il avait publié une rubrique dans le journal Le Monde intitulée « La francophonie oui, le ghetto non », où il était question de hiérarchie et de la marginalisation des espaces francophones en dehors de l'Hexagone. Ces considérations ont fait l'objet par la suite d'une polémique en 2007 à l'occasion de la publication du manifeste pour une littérature monde, une littérature multiple et dont la production reflétait la diversité et la complexité de la littérature d'expression française aujourd'hui. Dans son essai « Habiter la frontière », Léonora Miano nous explique comment, aujourd'hui, les Européens noirs refusent d'avoir à choisir entre leur part subsaharienne ou caribéenne et leur part européenne. Ils souhaitent abriter en eux les deux, les chérir, voguer de l'une à l'autre, les mélanger sans les hiérarchiser. Plus confortables dans un espace afropéen, tout comme celui des Afropolitains, évoqué par l'écrivain Haïlé Sélassie, délimitant cette nouvelle génération qui ne sont pas des citoyens, mais plutôt des Africains du monde et qui n'appartiennent pas à une seule géographie, mais se sentent chez eux dans plusieurs espaces. L'afropolitain fonde son identité à partir d'au moins 3 critères: national, racial, culturel. Ces catégories fluides nous permettent de décrire la production littéraire africaine aujourd'hui, mais représentent aussi un défi, soulignant la complexité et la diversité de cette production littéraire et des auteurs définis par leurs attachements multiples, afro-français, afro-italiens, afro-allemands, qui contribuent à l'expansion et à l'effervescence d'une littérature africaine, ainsi qu'à la redéfinition des paramètres de cette identité européenne. Je vous donne ici une liste d'écrivains, écrivains souvent traduits vers l'anglais, traduits vers les pays anglophones, pour qui la diversité et la richesse de la France
est aujourd'hui apprécié à travers cette littérature par rapport aux autorités qui peinent à la valider, préférant une France de race blanche, une Afrique qui n'est pas rentrée dans l'histoire, de hiérarchie entre les cultures, de bananes pour les ministres et d'une menace représentée par ces binationaux. Ces mutations nous obligent justement à repenser ces frontières identitaires, sur ces écrivains qui s'interrogent sur l'entre-deux, écrivent sur l'Europe et l'Afrique, ainsi que sur l'Afrique en Europe ou ailleurs. Il s'agit donc de délocalisation et de multipolarité, phénomènes que nous ne pouvons plus réduire à de simples classifications. Par exemple, comment expliquer la renationalisation d'un auteur tel que le prix Nobel sud-africain John Coetzee, qui vit aujourd'hui en Australie et qui a été finaliste en 2010 du prix Commonwealth pour son roman Summertime dans la catégorie Asie du Sud-Est et Pacifique du Sud. C'est cette dimension transnationale que nous retrouvons aussi chez Fatou Diom dans son livre La préférence nationale de 2001, lorsqu'un personnage déclare « Je suis venu, monsieur, pour rétablir la vérité. Vous m'avez appris à chanter nos ancêtres les Gaulois, et j'ai compris que c'était faux. Je veux apprendre à vos gosses à chanter nos ancêtres les tirailleurs sénégalais, car la France est un grenier sur pilotis, et certaines de ses poutres viennent d'Afrique. » On peut aussi se demander comment expliquer le remarquable dynamisme outre-Atlantique aux États-Unis, où par exemple, avec la présence de Adichie, Mengistu et Bulawayo, et le phénomène sur lequel je me suis appuyé hier à l'occasion du colloque dans cette même salle, comment expliquer la présence massive d'écrivains dans les universités qui ouvrent depuis longtemps leurs portes aux Africains, Alain Mabankou, Abdourahmane Ouaberi, Emmanuel Dongala, aux francophones tels que Glissant, Djebar, Marie Scondé, mais aussi aux anglophones, Soyinka, le prix Nobel, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'o, Teju Cole, Zakes Meda, Chris Abani, Hilon Abila, où ils enseignent le creative writing, des ateliers d'écriture et la littérature, où ils participent à un dialogue dans lequel ils ont une voix, une légitimité, et comme hier j'ai paraphrasé la formule du grand poète Césaire, ils sont des citoyens à part entière et non pas entièrement à part, loin de l'apartheid littéraire en évidence dans le déséquilibre d'une série spécialisée telle que Continent Noir chez Gallimard, dans une maison d'édition qui, par opposition aux éditions du Seuil, qui ont eu le courage de publier Yambo Wologem, Amadou Kourouma, Sonny Laboutansi, Tcherno Monenembo et Alain Mabankou, une maison d'édition comme Gallimard qui continue à publier certains auteurs noirs dans La Blanche. Situation qui nous rappelle l'année 2009, lorsque Marie Ndiaye reçut le prix Goncourt pour son roman « Trois femmes puissantes », une femme née en France d'un père sénégalais et d'une mère française et blanche, dans un pays où le principe d'invisibilité raciale est en vigueur et où le député UMP Éric Raoult, agité par ses commentaires sur la France monstrueuse de Nicolas Sarkozy, avait remis en question son adhésion à cette même France en déclarant que nous lui avons donné le prix Goncourt. C'est la France qui lui a donné ce prix. Et elle avait donc, selon lui, un devoir de réserve, la responsabilité de respecter la cohésion nationale et de défendre les couleurs littéraires de la France. Déclaration qui coïncidèrent avec le grand débat sur l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est que d'être français aujourd'hui? Un clivage postcolonial donc entre eux et nous, dont une partie de l'opinion, près de 7 millions d'électeurs au second tour des élections régionales, croient désormais qu'une partie du corps de la nation n'est pas ou plus légitime sur le sol national et rêvent d'une société où chacun serait à sa place. Alors qu'aujourd'hui, écrit Alain Mabankou, c'est quasiment une hérésie de dire qu'on n'est plus de là-bas et qu'on est désormais d'ici, la rupture de ce fameux cordon ombilical. Ces nouvelles configurations de la littérature africaine résultent d'une évolution migratoire significative et de son impact sur la production littéraire, produisant, selon l'écrivain nigérian Hilon Abila, une nouvelle génération d'écrivains post-nationalistes se focalisant sur de nouvelles questions liées à la mondialisation. Pour Abdourahmane Ouaberi, ces écrivains vivant hors du continent expérimentent leur machinerie créatrice dans un espace interstitiel toujours hanté et toujours rendu habitable par les ressources de l'esprit et la sueur de la plume
quand l'exode se fait sarabande et la perte de la matrice le plus beau des champs. Un espace balançant entre l'ici et l'ailleurs, l'intime et le colossal, hier et l'aujourd'hui. La redéfinition de l'identité, le but d'accomplir un modèle de coexistence et le processus qui permettra de délinéer les coordonnées d'une histoire commune seront certainement difficiles à atteindre. Les débats et sujets d'actualité, ainsi que les politiques relatives à l'immigration et aux minorités raciales, les mécanismes visant à promouvoir un sentiment d'adhésion à une identité européenne sont liés à une très longue histoire coloniale. Souvent, ces démarches ont servi à souligner l'hétérogénéité de l'Europe, produisant une conceptualisation de l'identité et des modèles identitaires antagonistes qui ont à leur tour permis l'élaboration de mesures d'inclusion et d'exclusion avec pour objectif l'exagération de la menace posée par les non-européens comme dispositif permettant simultanément la définition et la consolidation d'un collectif. Mais quelles seraient donc les implications d'une approche qui tiendrait en compte la manière dont le genre, l'identité, la race et la religion sont construits et définis aux côtés de l'européanisation? En quoi est-ce qu'une communauté nationale est transformée par des communautés diasporiques immigrées ou post-nationales? Et en dernier lieu, comment établir les coordonnées d'une identité et d'une histoire afropéenne lorsque l'appellation ou la catégorie européen, comme l'a souligné Achille Mbembe, demeure inséparable de l'implicite blanc? Le caractère intergouvernemental et supranational des structures maintenues par l'Union européenne a certainement renforcé une certaine collaboration. Néanmoins, ce cadre institutionnel n'a pas réussi à promouvoir ou au moins à sensibiliser les membres de cette communauté, et nous pouvons témoigner d'une montée troublante de discours nationalistes, avec comme résultat l'exacerbation de tensions sociales, l'intensification des polémiques et l'aggravation des relations avec les minorités ethniques. De plus en plus, ces populations font part de leur insatisfaction avec les autorités, de leur mécontentement avec les tentatives d'harmoniser les politiques migratoires à l'échelle européenne et avec des restrictions au niveau de la circulation, justement, à cause de ces mesures d'exclusion. Les conséquences non négligeables de ces actions se manifestent aujourd'hui dans un phénomène lui-même non intentionnel, celui de la croissance d'une prise de conscience transnationale des populations minoritaires et d'une expérience partagée de discrimination fondée sur la race et l'ethnicité ou motivée par l'expérience partagée de la discrimination dans l'histoire récente ou remontant à celle de l'esclavage. De tels groupes sont moins concernés par le factionnalisme et l'attribution de rôles sociaux en fonction d'entités nationales, non nationales ou européennes, non européennes, qu'ils ne le sont par les diverses façons dont l'inclusion et le sentiment d'appartenance peuvent être favorisés, ce qui redéfinit les tendances hégémoniques des configurations politiques actuelles. Ce résultat est d'autant plus paradoxal vu les nombreuses tentatives destinées à promouvoir une quelconque identité européenne, de sorte que les communautés ciblées par ces mesures adhèrent de plus en plus à des catégories globalisantes comme l'afropéanité, au-delà des frontières, en épousant, selon Fatima El-Tayeb, de nouvelles conceptualisations d'une identité minoritaire et explorent une identité européenne qui serait post-nationale. Tous ces exemples, tous ces portraits révèlent plusieurs éléments. Premièrement, la vitalité, l'ingéniosité, la créativité et la capacité des protagonistes à imaginer une France et une Europe diverses et inclusives, et aux écrivains de confronter une histoire coloniale qui est encore marginale et dont on mesure encore aujourd'hui peu les effets sur les sociétés contemporaines et leur impact sur la formation des identités en ce XXIe siècle. Car la réalité, comme en témoigne Fatima El-Tayeb, est telle que, afin de déconstruire dans leurs points communs continentaux et leurs différences nationales, les formes particulières de racialisation qui forgent l'Europe contemporaine, il est nécessaire d'être conscient des formations historiques qui mènent au moment présent, un moment auquel, après l'implémentation des étapes majeures de l'union économique et politique, le besoin de définir ce qui fait un Européen, de créer des symboles communs et un sens de l'histoire partagée
pour obtenir un vaste soutien pour le nouvel ordre continental s'est de plus en plus déplacé vers le centre des débats sur les politiques. Mais pour que cette conversation avance et qu'elle soit courtoise et respectueuse, comme l'écrivain britannique Carol Phillips l'a avancé, l'Europe a besoin d'écrivains pour expliquer cette transition. Car la littérature est la pluralité en action. Elle épouse et célèbre un lieu de non-vérité, elle savoure l'ambiguïté et elle respecte profondément le lieu où tout le monde a le droit d'être compris. La question du racisme structurel et l'absence d'espace politique et institutionnel dans lesquels puissent être débattus les problèmes liés aux inégalités socio-raciales et aux discriminations demeurent d'actualité en France. Autant par tradition universaliste que par déni, ces espaces sont pratiquement inexistants. De fait, les élites politiques sont extrêmement peu métissées et celles-ci préfèrent décider dans l'entre-soi et se préoccupent comme une quigne des questions impliquant tout ce qui est de la thématique de la race. L'université n'offre guère plus de possibilités, car quoique ces questions commencent à être étudiées, rares sont les groupes qui affrontent ces questions. Où donc les racisés peuvent-ils s'exprimer ? L'une des clés du redressement du déséquilibre institutionnel aura lieu dans ces espaces. Et pour conclure, comme Achille Mbembe l'a annoncé hier, il y aura désormais un collège de France avant Alama Bankou et après Alama Bankou. Je dirais plutôt, Alama Bankou n'a pas besoin du collège. C'est le collège qui a besoin d'Alama Bankou.